Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Ravi de vous accueillir ce matin en présentiel. Comme on dit, nous sommes au Palais de la Mutualité à Paris et surtout à distance où vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque ce matin sur donc la transition énergétique, les solutions, les leviers, l'acceptation par la société, thème très intéressant. Ça sera la troisième table ronde. Avec nos partenaires, donc Engie, le think tank Terra Nova et la Toulouse School of Economics. Vous pouvez tout au long de cette matinée poser vos questions sur la plateforme Internet. On essaiera d'y répondre à l'issue des tables rondes et tous nos intervenants se sont engagés à y répondre par écrit, donc pour entamer un dialogue. On en a bien besoin sur ces questions de transition énergétique qui suscitent beaucoup de passion dans le pays et sur toute la planète. On comprend bien pourquoi. J'accueille tout de suite Catherine MacGregor, qui est la directrice générale d'Engie. Bonjour Catherine. Merci beaucoup Pierre-Henri et bonjour à tous et merci à vous chers clients, chers partenaires, chers collègues d'être venus et d'avoir répondu à l'appel. Réussir la transition, effectivement, sacrée mission. Alors sur ce sujet passionnant, nous avons, nous chez Engie bien sûr, beaucoup de convictions, mais nous nous posons également beaucoup de questions. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer ce débat, de faire appel à ceux qui savent, aussi à ceux qui font. Nos partenaires de pensée, Christian Gaulier, économiste de renom, co-auteur de 2 rapports du GIEC, souvent des rapports d'ailleurs alarmants. Thierry Pêche, qui a l'habitude avec Terra Nova de faire des propositions pour toujours faire avancer le débat. Et Benoît Leguet, qui dirige l'Institut de recherche I4CE. Nos partenaires d'action, ceux qui vivent cette transition sur le terrain, qui la font avancer. Je salue ici Christiane Cabot, vice-présidente exécutive CMA-CGM, qui est un partenaire d'Engie dans la décarbonation, et Yves Fanton-Dandon, directeur marketing stratégique du groupe Atlantique, qui est une pépite de l'industrie vendéenne. Et puis nos partenaires indispensables, les élus, ceux qui sont en contact des citoyens, représentés par Christophe Bouillon ici, maire de Barentin en Normandie. Pour réussir, il est effectivement très important que nous regardions tous dans la même direction, que nous partagions une vision commune des enjeux et puis surtout le même diagnostic lucide. C'est donc une grande joie de partager avec vous quelques idées sur la transition énergétique. Et je vais commencer par poser un constat qui est que le monde de l'énergie traverse une période finalement assez paradoxale puisque la transition énergétique, elle est devenue une évidence pour tous, mais elle n'avance pas assez vite. Rapport après rapport, Christian, le GIEC constate des retards qui sont pris par les États sur leurs engagements et surtout un constat qui doit nous choquer. Jamais la planète n'a consommé autant de charbon qu'en 2021. Paradoxe dans le paradoxe, il y a quand même des raisons d'espérer, puisque les renouvelables dominent désormais les capacités d'électricité qui sont construites chaque année. Le biométhane se développe. Il est d'ailleurs en France nettement en avance sur les objectifs fixés par la PPE. La mobilité électrique aussi qui se développe bien plus vite que certains ne l'avaient anticipé. Donc il y a beaucoup de raisons d'espérer. Rappelons ce qui est sans doute une évidence pour tous ici, c'est que la transition énergétique, c'est un défi absolument formidable, qui est inédit par son ampleur, par son urgence, et également parce qu'elle s'impose à chacun d'entre nous. C'est à la fois un impératif, mais également une opportunité tellement enthousiasmante pour l'humanité, en fait, de se réinventer. Parce que soyons clairs, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas juste d'accélérer le développement des capacités d'énergie renouvelable, il s'agit bien de décarboner l'ensemble du système énergétique existant, jusque dans nos usages. C'est un chantier qui est absolument colossal.
Il doit être mené à une vitesse inouïe. Il aura également un coût immense, pas moins de 4 000 milliards de dollars à investir chaque année à l'horizon 2030 pour arriver à cet objectif de net zéro carbone à 2050. 4 000 milliards de dollars chaque année. Nous avons donc cette responsabilité qui est de trouver le chemin de décarbonation, ce que nous appelons souvent cette fine ligne de crête, pour piloter la transition avec succès tout en minimisant le coût. Et puis, une remarque au passage, c'est que la période actuelle, où les prix de l'énergie flambent, illustre bien à quel point l'aspect économique de la transition énergétique doit être un facteur central, absolument structurant dans nos scénarios et donc dans les choix industriels que nous faisons. Alors, quelle est la meilleure solution pour demain? Évidemment, il n'y a pas de réponse simple, parce qu'il n'y a juste pas de précédent à ce que nous sommes en train de faire. Il y a tellement d'incertitudes, dont certaines nous sommes accoutumés dans l'industrie de l'énergie, l'évolution de la demande, qui est évidemment très dépendante du contexte économique, l'évolution de l'offre liée au renouvellement progressif de ses capacités de production, ainsi qu'à des facteurs bien sûr géopolitiques qui sont souvent difficiles à prévoir, l'évolution des prix de l'énergie, souvent soumis à une volatilité très forte, on l'a vu encore très récemment, et puis l'incertitude aussi autour des actions de l'État, parfois interventionnistes, qui, en changeant la réglementation, créent encore davantage d'incertitudes. Et à ces aléas habituels s'ajoutent, bien sûr, depuis une quinzaine d'années, d'autres incertitudes que je qualifierais de plus positives, puisqu'il s'agit des évolutions technologiques, avec souvent d'ailleurs une constante, c'est que nous sous-estimons toujours la vitesse de ces transformations. Les coûts du solaire, les coûts de l'éolien, des batteries n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 15 ans. Et puis bien sûr le digital qui permet de piloter tous ces actifs bien plus finement, bien plus efficacement. Tant de ruptures encore qui sont à venir, qui sont difficiles à anticiper. Des ruptures dans le stockage, dans la capture du CO2, dans la production, dans le transport de l'hydrogène, dans les réseaux intelligents, etc. etc. Et j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs. Si j'étais aujourd'hui une jeune ingénieure, je n'hésiterais pas une seconde à rejoindre notre secteur. De tels défis complexes, travailler sur un monde qui est en transformation, non, en fait c'est une révolution, tout ça pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, franchement, what else? Cette réflexion, qui est une réflexion personnelle, moi, elle me remplit d'optimisme, parce que notre capacité à attirer les jeunes talents va faire partie de la solution. Alors, devant tant d'incertitudes, comment on avance? Donc, on fait des hypothèses, on fait des scénarios, on évalue chacun de ces scénarios pour bien sûr leur faisabilité technologique, leur coût et la robustesse qu'ils procurent au système énergétique. Ces scénarios que nous allons vous présenter tout à l'heure, ils adoptent vraiment une approche globale, systémique du paysage de l'énergie. Et donc, nous allons clairement au-delà de l'électricité, même si bien sûr, elle intègre une croissance significative de la demande d'électricité et de l'électrification. Premier enseignement qui ressort de l'étude de ces scénarios, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Pousser une solution unique, trop dominante dans le mix, est davantage un facteur de risque que d'optimisation. Chaque solution, bien sûr, a ses mérites, elle a ses risques, elle a ses vulnérabilités. On l'a encore vu en Europe cet hiver. Aucune d'elles ne peut donc répondre aux immenses besoins qui sont à satisfaire, encore moins le faire de manière économique. Et donc, face à l'ampleur du défi, il faudra bien s'appuyer sur l'ensemble des technologies disponibles. En France, cela voudra dire du nucléaire, bien sûr, mais aussi en quantité extrêmement importante, des nouvelles capacités renouvelables, du solaire, et puis oui, j'ose, de l'éolien terrestre et de l'éolien offshore, de l'éolien offshore posé, de l'éolien offshore flottant. Et donc, je lance un appel. Arrêtons d'opposer telle énergie à une autre et travaillons ensemble à améliorer l'acceptabilité de ce mix équilibré.
Deuxième enseignement de l'étude de ces scénarios, c'est que le gaz sera un vecteur indispensable. Le gaz est aujourd'hui évidemment majoritairement d'origine fossile, possède des propriétés qui le rendent absolument incontournable pour réussir la transition énergétique. Il a une densité énergétique, il est facile à stocker, il est facile à transporter, il a une souplesse d'emploi. Grâce à toutes ces qualités, le gaz va jouer un rôle pour soutenir la transition et même la progression de l'électrification, puisque aujourd'hui, le stockage de l'électricité à grande échelle n'est aujourd'hui pas encore envisageable. Et soyons clairs, dans les pays qui aujourd'hui dépendent encore fortement du charbon, c'est la seule solution réaliste à court terme. Il y a également l'argument économique, toujours et encore, qui est un peu un thème important de cette matinée. N'oublions pas qu'utiliser le vecteur gaz, c'est faire le meilleur usage possible de vastes réseaux d'infrastructures que nous avons construits depuis des décennies en France comme en Europe. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un chiffre, pardonnez-moi. Une canalisation de gaz enterré transporte 10 gigawatts de méthane, environ la capacité de 10 tranches nucléaires. Là où une ligne électrique de 400 000 volts, grosse ligne, transporte en gros 1 gigawatt. Côté consommation, des technologies comme les pompes à chaleur hybrides, par exemple, permettent aux particuliers de réduire à la fois leur empreinte carbone et leur facture. Donc le gaz, c'est aussi une énergie, bien sûr, du futur, parce que le gaz lui-même est en transition. Il va devenir neutre en carbone, avec, bien sûr, le biométhane, véritable levier de développement de nos territoires, et puis, bien sûr, le méthane de synthèse, avec un autre gaz promis à un bel avenir, qui est l'hydrogène, bien sûr, avec un vrai potentiel pour décarboner des secteurs qui vont être extrêmement, extrêmement difficiles à électrifier, voire impossibles, notamment l'industrie lourde, les transports. Mais bien sûr, pour cela, il va falloir soutenir l'émergence d'un marché de l'hydrogène avec un cadre régulatoire adapté et pas trop normatif. Donc, quelques convictions à partager avec vous avant de laisser la place à nos éminents intervenants. Nous faisons face à une transformation absolument titanesque et l'ampleur des investissements à réaliser est juste gigantesque. Le sujet d'énergie, il est dense, il est complexe, il requiert des décisions dont l'effet sur l'outil industriel s'apprécie sur le long terme, mais souvent avec des effets court terme sur le consommateur qui posent des défis très compliqués aujourd'hui. Ce monde de l'énergie, il est soumis à beaucoup d'incertitudes qu'il est nécessaire d'appréhender avec humilité. Donc c'est vraiment avec humilité que nous abordons ce débat. La transition fiable, abordable, va demander un mix énergétique équilibré et nous aurons besoin de toutes les énergies renouvelables, y compris le gaz. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une très belle matinée. Merci.